Quel métier, quelles compétences pour demain? En 2021, le CARIFOREF, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers et l'Académie des Normandies ont engagé une coopération visant à contribuer à la professionnalisation des enseignants des collèges et des lycées de Normandie et des professionnels de l'orientation du territoire normand. Les objectifs sont de mieux connaître les enjeux socio-économiques de son territoire, ainsi que les évolutions en cours et à venir des emplois, des métiers et des compétences au regard des transformations à l'œuvre dans le monde du travail. Cette démarche, poursuivie en 2022, a fait l'objet en mai 2021 d'un webinaire réunissant les acteurs concernés et proposant un regard croisé, national-régional, sur ces transformations. Mondialisation, transition numérique et écologique, technologie, nouveaux besoins. Dans ce monde en pleine mutation, quels nouveaux métiers, quelles nouvelles compétences pour demain? Ce webinaire s'est efforcé d'apporter des éléments de réponse à ces vastes questions. La séquence qui vous est présentée ici concerne la contribution du CARIFOREF sur des éléments généraux permettant d'éclairer les mutations et les transitions du marché du travail et les évolutions attendues des emplois et des métiers. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous. Donc, juste avant de développer ces aspects, effectivement, je regardais dans le chat qu'il y avait une intervention qui disait que ces questions méritaient d'être nuancées, évidemment, et on tâchera de les nuancer ensemble tout à l'heure. Donc, très rapidement, je me permets de faire une petite présentation du CARIFOREF. Donc, le CARIFOREF, c'est un groupement d'intérêt public qui est financé par l'État, par la région et qui est gouverné par l'État, la région et les partenaires sociaux. Le CARIFOREF a un rôle d'information, d'analyse, d'expertise sur les questions emploi, formation, insertion. C'est donc un outil d'aide à la décision pour les acteurs et institutions en charge des politiques publiques. Moi, je représente un service qui s'appelle Analyse et aide à la décision, précisément, dont les principales missions sont de favoriser l'appropriation, la mise en œuvre d'une analyse partagée du territoire au service d'un réseau d'acteurs locaux dont vous êtes, et de diffuser des connaissances régionales sur l'emploi et les qualifications, sur le marché du travail et sur les systèmes de formation et d'insertion. C'est ce que nous allons faire en partie ce matin avec vous. Nous allons essayer de vous donner quelques éléments d'appropriation, d'appréhension de ce que pourront être les grandes évolutions de demain et de ce qu'elles sont aujourd'hui et de la manière dont elles ont commencé et qui, bien sûr, influenceront la réalité des métiers et des emplois de demain. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran, si je peux le faire. Tout à l'heure, je pouvais. Oui, ça devrait être bon. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. C'est bon, Guillaume. C'est bon, merci. Voilà. Donc, en premier lieu, quelques éléments de sommaire. Donc, vous voyez que je vais vous faire ma présentation en trois parties. Une première partie sur les concepts, métier, emploi, compétences. On va surtout s'arrêter sur la notion de compétences. Une seconde partie sur la compréhension de l'évolution des métiers, avec surtout la question des paramètres qui, aujourd'hui, de tous ordres, qui influencent l'évolution des métiers. Nous verrons très rapidement ce que peut être le cycle de vie d'un métier. Et puis enfin, je vous donnerai quelques données socio-économiques sur les principales évolutions quantitatives de l'évolution des emplois et des métiers que l'on constate à travers des études, et notamment des études nationales. Alors, si je commence sur les compétences, les concepts, on a choisi de vous présenter quelques définitions de ce qu'est un métier et un emploi, parce que parfois, on a tendance à les confondre. Alors, le métier, c'est quelque chose que l'on exerce. On exerce un métier, par exemple le métier de pâtissier, et il se réfère à des règles professionnelles qui permettent de réaliser une tâche ou une activité. Donc, l'individu qui maîtrise un métier, c'est quelqu'un qui possède un ensemble de savoir, de savoir-faire spécifique. Le métier, et ce sera la différence avec l'emploi ou le poste, n'est pas lié à une organisation ou une entreprise. Et il est particulièrement utile, bien sûr, pour travailler sur des actions de formation. Un métier est lié à une formation ou à des formations.
Face à cela, on a l'emploi. L'emploi, on ne l'exerce pas, on l'occupe. On occupe un emploi, donc ça veut dire que là, on est sur quelque chose qui devient un peu plus situé dans l'entreprise, donc qui est propre à l'organisation interne de l'entreprise. Et l'emploi se définit par un ensemble de postes de travail semblables, très proches par leur finalité, leurs compétences et leurs activités communes. Et le poste, je n'ai pas mis de diapo, mais du coup, le poste de travail qui arrive donc comme troisième élément de ce triptyque du travail, le poste de travail, il est lié à la personne. C'est-à-dire c'est c'est l'emploi que l'on occupe dans l'entreprise et dans le temps. Voilà pour ces quelques définitions très rapides parce qu'on a plutôt souhaité aller s'appesantir un petit peu plus sur les compétences. Alors, la notion de compétence, on va en parler de manière un peu plus approfondie parce qu'elle est importante. Elle est importante parce qu'aujourd'hui, elle est un instrument principal, un des instruments en tout cas principaux de ce qu'on peut appeler la régulation de l'offre et de la demande d'emploi sur le marché du travail. Alors, elle est une notion indispensable au service des besoins en recrutement des entreprises. Elle est aujourd'hui au cœur des problématiques et de la gestion des parcours et des trajectoires professionnelles. Vous entendez parler de compétences un petit peu partout. Les compétences, la notion de compétence est importante aussi parce qu'elle place l'individu, et on verra après à travers un certain nombre de dispositifs publics, elle place l'individu au cœur de son parcours professionnel. Donc, on dit que l'individu est acteur de son parcours professionnel. Et les compétences sont une donnée importante parce qu'elles sont au cœur de contextes technologiques et économiques qui sont en pleine mutation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la notion de compétence va bien au-delà du lien formel qu'il peut y avoir entre les tâches et les savoirs que le diplôme confère. Et puis, la compétence, elle amène une posture d'adaptation permanente dans des logiques et des contextes d'emploi de plus en plus complexes, de plus en plus imbriqués. Donc, tout ça pour vous dire que la notion de compétence aujourd'hui, c'est bien une notion centrale. On verra un petit peu tout à l'heure, la notion de diplôme, la notion de qualification reste toujours des notions importantes, mais la notion de compétence est une notion centrale, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, le marché du travail est de plus en plus tourné vers l'individu et son parcours. Alors, les compétences aussi, dernière chose, évidemment, on le verra tout à l'heure, je passe très très vite, mais elles sont très liées à la révolution du numérique. Vous le verrez que la révolution du numérique amène nécessairement le développement et la nécessité de développement des compétences. Alors, quelques définitions que je vous ai mis ici sur cette diapo, quelques définitions issues de plusieurs sources. Je ne vais pas toutes les lire, on peut en citer, lire la première, c'est une capacité à combiner un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être, en vue de réaliser une tâche ou une activité. Donc la compétence est toujours liée à la réalisation d'une tâche ou d'une activité. Elle a donc toujours une finalité professionnelle. Et puis, une autre définition, la troisième, l'ensemble des ressources mobilisées et combinées par une personne dans un contexte donné, lui permettant de faire face de manière efficace aux situations professionnelles auxquelles elle est confrontée. Alors, si on regarde la deuxième définition, elle est intéressante parce que du coup, elle déplace aussi un petit peu les choses. La compétence, c'est ce qui est sous-jacent à une action réussie. En d'autres termes, elle est ce qui permet d'agir de manière positive, efficace, réussie, performante. Et là, on commence à aborder, alors c'est une définition d'une psychologue, mais on commence à aller ici sur le terrain, vous le verrez, des soft skills, des compétences cognitives, c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas de référentiels techniques pour exercer un métier. Alors, en pratique, ça, c'était la théorie, et vous le verrez, vous le voyez déjà probablement dans vos lectures, dans vos découvertes, dans vos expériences du terrain, que la compétence, c'est multidimensionnel, il y a beaucoup de définitions. Aucune ne fait réellement consensus, mais en pratique, et c'est ça qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que ça dit la compétence? Ça parle de savoir, ça parle de savoir-faire et ça parle de savoir-être.
Ça parle de compétences clés ou de compétences socles. Ça parle aussi de compétences sociales ou comportementales. Ça parle de ce qu'on appelle les soft skills. Alors, on le verra un petit peu après. Ça parle de compétences aussi cognitives. Les compétences cognitives, hein, c'est ce qui relève de la pensée, de l'ensemble des moyens qui sont mobilisés pour produire une pensée. Donc, ce sont les stratégies qui sont mises en œuvre par un individu pour résoudre un problème, donc ces ressources mentales. On peut citer dans les compétences cognitives la perception, l'attention, le raisonnement, la mémorisation, la réorganisation, etc., etc. On parle aussi de compétences transversales. Les compétences transversales qui s'apparentent souvent aux soft skills sont les compétences dites génériques qui sont mobilisables dans diverses situations professionnelles, par exemple la communication, la gestion du temps, la gestion du stress, la créativité. Tout ça, c'est valable dans tous les domaines professionnels. Et donc, ce sont des choses qui peuvent être transférées, transversales, pardon, qui peuvent être donc déplacées d'un domaine à l'autre. Et les compétences transférables, à l'inverse, sont des compétences qui sont spécifiques, elles, à une situation professionnelle, mais qui peuvent être mises en œuvre sous couvert d'un peu d'adaptation dans un autre contexte professionnel. Donc, autrement dit, la notion de compétence, on peut parler de savoir agir, c'est-à-dire la manière dont on s'y prend. Vous voyez, à travers toutes ces définitions, on parle bien de la manière dont l'individu s'y prend pour réaliser une activité et la réussir. Alors, pour rentrer un peu dans le champ des politiques publiques, de la définition institutionnelle, ou en tout cas de la manière dont les institutions portent la notion de compétence, on le voit, je vous ai proposé cette diapositive avec un certain nombre d'instruments, hein, les instruments qui citent la compétence ou les compétences comme étant un dispositif important. Les référentiels métiers de Pôle emploi, hein, c'est le répertoire ROM, répertoire opérationnel des métiers des emplois, qui aujourd'hui est de plus en plus structuré sur la notion de compétence. On parle, vous avez probablement entendu parler des blocs de compétences, des certifications. Aujourd'hui, les certifications sont découpées pour la plupart en blocs de compétences, ce qui fait qu'on pourra obtenir, et de plus en plus, et notamment via des dispositifs comme la VAE, des bouts, hein, des bouts de référentiel, enfin des bouts de formation, pardon. On parle de bilan de compétences, on parle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on parle dans la VAE, la validation des acquis d'expérience, de la possibilité de prendre en compte l'ensemble des compétences professionnelles acquises. Et puis, tout à l'heure, Denis Le Boucher l'a dit, hein, la dernière loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis en place ce qu'on appelle des opérateurs de compétences, les OPCO, ce qui étaient les anciens OPCA. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ce sont ces structures qui collectent les fonds de la formation et qui ensuite les redistribuent pour que les entreprises puissent réaliser leur formation au bénéfice de leurs salariés. Et on parle de plan de développement des compétences. Il y a en ce moment, qui a été mis en place par le gouvernement il y a quelques années, le plan d'investissement dans les compétences. Vous avez entendu parler, vous connaissez le compte personnel de formation. Alors, on ne parle pas de compétences ici, mais le mot personnel montre bien qu'on déplace aujourd'hui le sujet sur l'individu. Et puis, dernière chose, hein, le langage courant des acteurs économiques et institutionnels en formation. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel salon sur les métiers, vous allez dans n'importe quelle conférence, hein, sur ces questions-là, on va vous parler de compétences. Alors, après, les compétences, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une notion compliquée, qui est polysémique, qui est parfois difficile à appréhender, mais elle est aussi instrumentalisée, c'est ça qui peut être intéressant. Donc, on peut prendre la compétence pour ce qu'elle n'est pas. Par exemple, on peut prendre la compétence pour une condition, alors qu'en fait, c'est une conséquence. On peut prendre une compétence pour un état, hein, quand on dit quelqu'un il est compétent, ben, on postule qu'il est compétent, alors que la compétence, elle se construit en fait. C'est un processus. On peut avoir une vision un peu économiste qui consiste à considérer que finalement, on ne formera plus, si la compétence s'impose comme étant le référentiel unique, que ce qui est utilisable
négociables ou mesurables ou directement rétribuables, c'est-à-dire en gros les comportements qui seront utiles au travail à l'entreprise plutôt que les comportements utiles au travail. C'est-à-dire que la notion de compétence vient à un moment donné, entre guillemets, concurrencer le diplôme, au sens où on peut dire, bah, tiens, vous avez l'esprit d'équipe, bon, et ben écoutez, c'est là-dessus qu'on va vous évaluer, plutôt que sur le diplôme qui a amené à ce que vous puissiez postuler à l'emploi. On peut confondre le savoir agir avec le pouvoir agir. On a dit que la compétence, c'était bien un savoir agir et plutôt qu'un pouvoir agir. Et enfin, on pourrait faire de la compétence une responsabilité de l'individu, alors même que la procédure d'acquisition des savoirs reste quand même un élément important de l'accès au métier. Voilà pour la question très un peu rapidement élaborée des compétences, pour bien vous montrer à quel point cette notion est importante, à quel point aussi elle est fragile, elle est sensible, mais elle est essentielle. Donc voilà, quelques éléments comme ça de réflexion. Je rentre un peu plus maintenant dans les choses plus concrètes, hein, sur l'évolution des métiers. Donc, l'évolution des métiers, il y a plusieurs paramètres aujourd'hui, hein, technologiques, économiques, organisationnels, réglementaires, démographiques, mais bien d'autres encore, hein, qui nous permettent de dire que les métiers évoluent. Et bien sûr, ce n'est pas d'aujourd'hui, ils évoluent depuis longtemps, hein, ils vont continuer encore à évoluer. Alors, parmi ces paramètres, nous avons les mutations qui sont dites sociétales, qui n'influencent pas directement les métiers, mais qui créent des contextes favorables à l'apparition de nouveaux métiers, ou en tout cas aux modifications profondes de certains métiers. Les Français, je ne vous apprends rien, sont de plus en plus nombreux, enfin sont de plus en plus nombreux par rapport à il y a 30 ou 40 ans, ou 50 ans. Ils vivent plus longtemps, ça c'est un élément important. Ils ont moins d'enfants, mais ils ont des enfants plus tardivement. Alors ça paraît comme ça être un élément de contexte assez, assez, assez large, mais on peut imaginer que ça peut influencer très largement, hein, les pratiques de la construction, du BTP par exemple, et des métiers. Des naissances qui sont plus maîtrisées, beaucoup moins de mariages aujourd'hui et 3 fois plus de divorces. Là aussi, ça implique un certain nombre de conséquences en matière de fonctionnement, de manière de vivre, de besoins, de consommation aussi. Et puis les unions plus diverses, notamment avec le Pacs et le mariage pour tout. Alors aujourd'hui, il y a davantage d'unions enregistrées qu'il n'y en avait en 68, sauf que les unions enregistrées ne relèvent plus essentiellement que du mariage, mais par bien d'autres, relèvent aussi de bien d'autres formes d'union. Alors, les mutations sociétales, c'est l'entrée, bien sûr, dans l'ère de la consommation. Réfrigérateur, télévision et téléphone portable, bien sûr. En 68, la moitié des Français possédaient une voiture ou une machine à laver. Aujourd'hui, ils sont respectivement 85 et 96%. Les consommations, la consommation, les habitudes de consommation ont évolué. L'alimentation représentait 21% du budget des ménages aujourd'hui, enfin en 68, contre aujourd'hui 13%. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a un déplacement, hein, des ressources budgétaires vers d'autres produits. Les mutations sociétales, c'est aussi les aspirations des Français, mais aussi, bien sûr, pas que des Français, de l'ensemble des citoyens européens ou mondiaux, hein. Alors après, il y a des différences en fonction, bien sûr, des systèmes politiques, des régimes politiques que nous avons, mais les aspirations, c'est aujourd'hui des aspirations qui sont aujourd'hui à la réduction du temps de travail, vers une société du loisir, hein, plus qu'une société productiviste du travail. Les mutations, c'est bien sûr la transition écologique, on en parlera après, l'économie du partage, vous le voyez autour de vous, les ressourceries notamment, l'économie sociale et solidaire et la société du care. Le care, c'est le soin, hein, pour faire court, et donc c'est la société du soin aux autres, du soin à soi, et vous voyez que cela aussi, ça aura des influences importantes. Tout ça produit une recherche de sens, d'épanouissement, de cohérence et de liberté. Ce sont des mutations qui peuvent paraître comme ça un peu éloignées, mais qui ont
une influence et qui auront une influence profonde sur l'évolution des métiers. Alors, dans les mutations, nous avons les mutations, bien sûr, technologiques, hein, avec ce que j'ai appelé la déferlante du numérique, donc la data, la donnée, hein, la donnée massive, donc l'or de la data, puisque aujourd'hui, les données et leur traitement deviennent un enjeu stratégique pour les entreprises, hein, parce qu'elles créent de la valeur, bien sûr. La gestion de l'information et des données, évidemment, qui se numérise. Ce qu'on appelle la substitution digitale, c'est-à-dire le bouleversement des usages, les gains de productivité, réduction des erreurs, le transfert de tâches fastidieuses et répétitives sur des machines, l'intelligence artificielle qui conduit à réduire, à simplifier, à optimiser, à augmenter. Alors, vous le voyez un peu dans plusieurs domaines, hein, l'intelligence artificielle se déploie, se développe, que ce soit en médecine, que ce soit dans l'industrie, pour petit à petit grignoter des parts de l'activité. Ce qu'on appelle l'Internet des objets ou les objets connectés, hein, et la cohabitation homme-robot, ce qu'on appelle la cobotique, c'est-à-dire que, et aujourd'hui on le voit dans les entreprises, hein, de plus en plus, sur des tâches manuelles ou sur des tâches de manutention ou de force, hein, on voit aujourd'hui des systèmes d'accompagnement du bras humain, par exemple, hein, avec ce qu'on appelle des exosquelettes, c'est-à-dire des machines qui viennent assister l'effort. Alors, le numérique, c'est important, on vient de le voir, menace ou opportunité. Alors, là aussi, on est dans un champ, à la fois dans un champ extrêmement qui se développe, qui s'impose à nous, évidemment, mais qui pose toute une série de questions, et notamment qui intègre, en tout cas, qui amène un besoin de sens, un besoin de responsabilité, de confiance, de régulation et d'éthique. Et ces besoins-là pourront et commencent déjà à générer de nouveaux métiers, hein, notamment sur la régulation et l'éthique, à travers notamment la question du droit et des protections des libertés, hein, de la responsabilité numérique des entreprises, et puis des questions qui se posent quand même, la question ce qu'on appelle le digital detox, c'est-à-dire la crise de la cognition, c'est-à-dire face à l'ensemble de ces informations, ces informations extrêmement abondantes, comment à un moment donné on arrive à continuer à penser ou à raisonner de manière posée, d'une manière réfléchie, alors même que nous sommes envahis d'informations. Et quid, bien sûr, des personnes les moins qualifiées dans un univers où la technologie où la technologie prend de plus en plus d'importance. Et n'y a-t-il pas des risques d'isolement au travail pour les personnes qui pourraient ne pas, pour des tas de raisons, ne pas prendre le train de la technologie en marche? Alors, il y a des incertitudes, mais une chose qui est sûre, c'est que la tendance est irréversible. La tendance est irréversible vers le numérique, mais ce que l'on sait aussi, c'est que le numérique ne va pas remplacer l'humain. Ce sera bien un système où l'humain et le numérique fonctionneront ensemble. Alors, quelques sources rapides. Selon la Banque mondiale, 70% des destructions d'emplois existants sont liées à la robotisation de dernière génération et que 25% des métiers sont ou seront profondément modifiés avec l'automatisation. Et aujourd'hui, la grande majorité des enfants qui sont en maternelle exerceront un métier qui n'existe pas encore. Alors, les mutations des modèles économiques maintenant, puisque, par conséquence, puisque les facteurs technologiques, réglementaires, démographiques évoluent, les paramètres évoluent, tout ça a des évolutions et des répercussions sur les modèles économiques. Alors, on parle aujourd'hui de disruption, de start-up, de l'ubérisation, c'est-à-dire de l'économie des plateformes, hein, qui consiste à mettre en relation un vendeur et un acheteur directement. Une autre mutation, c'est bien sûr la course à l'innovation. C'est l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, vous êtes, comme tout le monde, vous surfez sur les sites Internet, notamment les sites marchands, et vous voyez que les sites Internet, les sites marchands, de plus en plus développent ce qu'on appelle une expérience utilisateur, c'est-à-dire à travers un certain nombre de technologies, d'images, d'interactions, faisant que l'utilisateur que je suis se sente un peu unique dans la relation que j'ai avec le site. On est aujourd'hui dans des modèles économiques avec des visions
processuel et dynamique, c'est plutôt du processus, hein, les choses, les organisations se créent d'une manière dynamique, c'est à l'instar d'un système qui est vivant, qui est instable, qui est transitoire et toujours renégocié, c'est-à-dire avec une régulation permanente entre les acteurs. En gros, ça veut dire qu'avant, les organisations étaient très descendantes, hein, très rigides, très figées. Aujourd'hui, les organisations sont de plus en plus horizontales et sont de plus en plus dans des logiques d'instabilité, mais en tout cas de mouvement permanent, hein, où les personnes qui forment l'organisation, finalement, la régulent, la construisent au fil de l'eau. Et puis, nous sommes passés d'un modèle taylorien, c'est ce que je vous disais, avec spécialisation du travail, faible autonomie, forte répétitivité, forte supervision hiérarchique, à des modèles dits apprenants, coopératifs et expérimentaux, où on privilégie plutôt la souplesse, la participation, la technologie de l'information, l'interdépendance des métiers et des fonctions, l'autonomisation. Vous voyez bien comment on est passé d'un système vertical à des systèmes horizontaux qui s'alimentent d'eux-mêmes. Alors qu'avant, les systèmes verticaux étaient alimentés par des structures pyramidales. Et puis, on passe donc de l'entreprise pyramidale à l'entreprise neuronale. Alors, tout ça, évidemment, n'est pas propre à l'ensemble des entreprises ou des institutions ou des établissements pour lesquels chacun travaille, mais en tout cas, ce sont des tendances qui sont des tendances fortes. Autre élément des mutations du travail, la fragmentation des modèles d'activité, hein, avec l'accroissement du travail non salarié, le nomadisme. Aujourd'hui, on n'est plus forcément attaché à un bureau. L'éclatement de la relation de travail normée autour de tâches et d'horaires, au profit d'une relation de travail qui est plus informelle, qui est plus souple. La notion de compétence, on l'a vu. Le télétravail, évidemment, nous sommes en plein dedans, avec l'articulation espace personnel, professionnel, et la non-linéarité de la vie professionnelle, avec un enjeu, là aussi c'est un mot que vous connaissez, l'enjeu de l'employabilité, consistant à apprendre en continu avec des concepts comme la formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, ce qui est privilégié, c'est l'agilité, la flexibilité, l'informel. En résumé, le marché du travail en 2030, il sera porté par les transitions dont on a parlé, en digital et environnemental, dont on a parlé tout à l'heure. Ce marché du travail il sera plus ouvert que jamais, avec des métiers qui seront repensés autour des socles de compétences et des emplois qui seront conditionnés par une pluralité de formes de collaboration et des carrières qui seront construites sur un principe d'employabilité permanente. Voilà un peu le paysage de ce que sera, dans ces grandes lignes évidemment, les emplois de marché de travail de demain. Alors, je passe très très vite sur la compréhension de comment évoluent les métiers et sur le cycle de vie des métiers. Vous avez entendu parler des métiers en émergence, des nouveaux métiers, des métiers en transformation, des métiers en obsolescence. Alors, le métier en émergence, c'est un métier qui n'est pas reconnu encore, mais dont on voit qu'il y a des prémices. Et qui existent un peu de manière un peu éclatée. Et si je peux prendre un exemple, il y a quelques années, vous vous rappelez les métiers de la relation client, hein, qui étaient des métiers, il y a quelques années, qui étaient des métiers mal définis, pas encore reconnus, dont on sentait qu'ils étaient en train d'arriver, mais voilà, ils n'étaient pas définis en tout cas par des normes particulières. Le nouveau métier, ce sont des métiers qui ne peuvent pas encore être définis par des classifications professionnelles qui existent, mais c'est un métier qui est reconnu, pas encore généralisé, et dont les compétences sont soit nouvelles, soit combinées à des anciennes, et pour répondre à une nouvelle finalité. Là aussi, si on reprend le métier de la relation client, le métier de la relation client, il y a quelques années, il y a 10, 15, 20 ans, était un métier en émergence, qui est devenu un nouveau métier. Et puis, nous avons les métiers en transformation. Alors, ce sont des métiers qui sont déjà mûrs, hein, qui sont reconnus, mais dont les domaines d'activité disparaissent ou apparaissent. Et donc, c'est une combinaison la combinaison de ces changements qui détermine le degré de transformation du métier. Et enfin, il y a les métiers en obsolescence, car ce sont des métiers reconnus dont les domaines d'activité sont en voie de disparition. Alors là, on peut prendre quelques exemples sur les métiers, certains métiers à faible qualification de l'industrie, hein, par exemple, qui aujourd'hui ne sont plus
ce qu'ils sont et en tout cas sont remplacés par d'autres. Alors, dans les déterminants du cycle de vie d'un métier, on a plusieurs choses. On a la demande. La demande, c'est la demande des entreprises, la demande de l'économie, bien sûr. Il y a le nombre d'emplois. Il y a la formation, est-ce qu'elle est organisée ou pas. Il y a l'ingénierie. L'ingénierie, c'est la construction d'une technicité d'un métier. Hein, et la socialisation, c'est-à-dire la reconnaissance sociale. Si on reprend aussi l'exemple des métiers de la relation client, aujourd'hui, c'est un métier qui avant, il y a plusieurs années, dont on disait que bon, finalement, c'était un métier qui était un peu le fruit du hasard, c'est-à-dire qu'il suffisait finalement de se mettre un micro autour de la tête, un casque, et puis de répondre à des individus. Aujourd'hui, on voit bien qu'il se structure, il se technicise, il y a une ingénierie derrière, et il y a une offre de formation qui est en train de se construire. Donc, alors sur la courbe, je passe très vite sur cette courbe, mais vous aurez le PowerPoint pour le voir. Donc, DEFIS, ce sont les 5 déterminants, demande, emploi, formation, ingénierie, socialisation. Et on voit qu'un métier, en fait, tout autour de son cycle de vie, il est plus ou moins marqué par la demande, par les emplois, par la formation, par l'ingénierie ou la socialisation. Et donc, pour arriver à maturité, lorsque toute la construction se fait, et pour finir, ensuite de ça, par disparaître au bout de la chaîne. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Un exemple, le webmaster, vous le voyez au cours des années, ce qu'il était, le webmaster est apparu dans les années 2000, il est devenu ensuite développeur de site web. Ensuite de ça, on a parlé de responsable éditorial web, de community manager, d'architecte web, et aujourd'hui, on va parler de social media manager, de content manager, notamment. Donc, vous voyez que en fonction des technologies, en fonction de l'élargissement des capacités de développement, le webmaster, il est plus du tout ce qu'il était aujourd'hui. Et puis, un autre métier, un métier de responsable de marque, vous le voyez, dans les débuts des années 2000, c'était quelqu'un qui faisait du marketing, qui aujourd'hui, enfin, évidemment, envisageait des plans de communication, qui avait des stratégies marketing, mais aujourd'hui, il compose avec la création de contenu, la connaissance des médias sociaux, la notion de référencement, bien sûr, et l'informatique. Je vous ai parlé de la relation client. C'est aussi un autre exemple, le téléconseiller ou le télévendeur. C'est aujourd'hui une personne qui a largement enrichi ses compétences par rapport à il y a 15 ou 20 ans. Et puis sur la question des... Alors, pour finir, si nous rentrons sur quelques données qui vont vous donner à voir où se trouve très factuellement, très concrètement l'évolution des métiers et des emplois. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Est-ce qu'on peut me dire combien de temps il me reste? Je crois que j'ai un quart d'heure, si je ne me trompe pas, me semble-t-il. Pas autant? Un peu moins, d'accord. Bon, alors ma montre m'a joué des tours. Donc, les données socio-économiques. Alors, quelques éléments sur le progrès technologique, puisque évidemment, quand on parle d'évolution de nouveaux métiers ou compétences, on parle de progrès technologique qui induit des craintes. Sont-elles infondées? Peut-être pas tant que ça. Le chômage technologique, on l'a vu, ne s'est jamais concrétisé dans le passé. Les emplois perdus ont toujours été compensés par des créations d'emplois dans de nouveaux secteurs. Les pays les plus utilisateurs de robots et d'intelligence artificielle sont ceux qui connaissent les taux de chômage les plus faibles. Les robots et l'intelligence artificielle ne peuvent pas tout, et moins de 10% des emplois existants, en revanche, moins de 10% des emplois existants présentent un cumul de vulnérabilités susceptibles de menacer leur existence. Ce qui fait qu'on est donc dans un paysage qui, certes, est un paysage qui se développe beaucoup, mais qui est un paysage dont on ne peut pas dire, et le sondage tout à l'heure l'a montré, qu'on sera bientôt remplacé. Donc, l'ensemble des économies seront remplacées par les robots. Toutefois, des précautions. La moitié des emplois qui existent aujourd'hui est susceptible d'évoluer. Et le progrès technologique continuerait à favoriser plutôt l'emploi qualifié et très qualifié. Donc, quid, effectivement, des métiers qui ne le sont pas ou pas assez. Alors, des tendances fortes. Les tendances fortes depuis
déjà plusieurs décennies, c'est la tertiarisation de l'économie, c'est l'économie des services, c'est la féminisation de l'emploi, il y a de plus en plus de femmes dans l'emploi. Ce qu'on appelle la polarisation de l'emploi, avec une raréfaction de l'emploi intermédiaire, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on voit de plus en plus un marché du travail qui se répartit sur des pôles avec des emplois très qualifiés, des pôles avec des emplois peu qualifiés, mais de moins en moins d'emplois dits intermédiaires. Alors, la Banque mondiale nous dit qu'il y aura une augmentation du nombre de travailleurs qualifiés de 500 millions à 2,2 milliards dans les années à venir. Une fragmentation des formes d'emploi, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on n'est plus sur le CDI uniquement, l'emploi durable, voilà, on est sur bien d'autres choses, notamment avec l'emploi entrepreneurial qui reprend du service, entre guillemets, et puis bien sûr un vieillissement de la population active. Alors, il y a des constats qui sont imparables depuis 30 ans, 4 millions d'emplois supplémentaires en 30 ans, dont principalement dans le tertiaire, le commerce, la gestion, les transports, l'administration publique, la santé. Dans le tertiaire, 5 millions d'emplois supplémentaires en 30 ans, dont 1,35 million dans les domaines de la santé, de l'action sociale, culturelle et sportive, qui sont des domaines qui sont 2 fois plus représentés aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et aussi des emplois, une augmentation très forte dans la gestion et l'administration des entreprises, 655 000 en plus, les aides-soignantes, plus 350 000, la communication, plus 320 000, les métiers de l'étude, des études et de la recherche, plus 250 000, les métiers du commerce, plus 655 000, les métiers de l'informatique, plus 320 000 pour ne prendre que cela. À l'inverse, et en écho, 20 000 emplois de moins dans l'industrie, avec notamment des secteurs qui ont beaucoup plus souffert que d'autres, le bois, les matériaux souples, le textile en l'occurrence, moins 470 000, la mécanique et le travail des métaux, moins 470 000 aussi. L'industrie est passée en 30 ans de 18% de l'emploi total à 12%. Mais aussi l'agriculture qui a perdu en 30 ans 1 million d'emplois. Autre constat imparable, une recomposition profonde des qualifications, je vous l'ai dit tout à l'heure. En 30 ans, les cadres et les professions intellectuelles supérieures ont augmenté de plus de 2 millions en effectif. En revanche, les ouvriers non qualifiés ont perdu 1 200 000 emplois. Néanmoins, au sein des métiers de la production, nous avons évidemment des évolutions positives sur certains secteurs. Les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, plus 220 000 emplois. Donc la maintenance est un domaine industriel qui a créé de l'emploi. Les ingénieurs et les cadres de l'industrie, 170 000 emplois en plus. Les techniciens et cadres de l'agriculture, plus 40 000. Les ingénieurs et cadres du BTP, plus 80 000. Et les techniciens et agents de maîtrise du BTP, plus 70 000. Vous le voyez, la recomposition des qualifications a aussi bénéficié au secteur industriel agricole qui ont perdu des emplois en solde net. Mais parallèlement, nous avons aussi, et c'est de plus en plus vrai, eu la création d'1 million d'emplois non qualifiés, sur notamment et principalement des métiers peu qualifiés du service. Autre constat, le niveau de diplôme qui augmente. 8 personnes sur 10 en emploi possèdent aujourd'hui un diplôme contre la moitié il y a 40 ans. 16% il y a 40 ans des individus en emploi détenaient un diplôme de niveau 4, enfin, c'est plus 4, si c'est toujours 4, baccalauréat et supérieur. Ils sont aujourd'hui 56%, vous le voyez, plus de la moitié. Les plus de 50 ans, il y a 40 ans, les plus de 50 ans aujourd'hui, sont 41% à détenir un diplôme de niveau bac et plus. Les moins de 30 ans sont 67%. Donc, vous voyez que l'entrée sur le marché du travail aujourd'hui, il est de plus en plus. Il se fait de plus en plus avec la clé du diplôme. Et élément intéressant, les ouvriers qualifiés qui étaient 3% à détenir un diplôme de niveau bac et plus il y a 40 ans sont aujourd'hui un quart. C'est-à-dire qu'un quart des ouvriers qualifiés aujourd'hui détiennent un niveau bac et plus. Ce qui vous dit l'ampleur et le degré de l'élévation du niveau technologique des travaux, des métiers. C'est ce qu'on appelle une modification des normes de qualification. Aujourd'hui, on réalise, pour faire simple, la même chose, mais avec un niveau de qualification supérieur.
Autre constat, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans l'emploi, 3 200 000 femmes supplémentaires depuis 40 ans. Elles occupent 48% des emplois, surtout dans le métier du tertiaire, et elles sont aujourd'hui 2 fois plus qu'elles n'étaient sur les métiers de cadre de professions intermédiaires, notamment les professions du droit, des professions administratives, de la banque et des assurances, des ingénieurs de l'industrie et des cadres commerciaux. Alors, ce qui nous attend, je vous ai mis quelques éléments d'une étude qui a été réalisée par le ministère du Travail. C'est une projection à 2022. Alors, la projection à 2030 et plus est en train de se faire. Nous n'avons pas les... Mais en tout cas, ces projections étaient intéressantes parce que c'était des projections qui se sont basées sur des données économiques et macroéconomiques des 10 dernières années. Donc, ça donne une idée de la tendance. Alors, d'ici à 2022, il y a eu entre 730 000 et 830 000 postes à pourvoir chaque année. Donc, vous voyez que nous sommes, alors là, on est sur des logiques, sur des scénarios un peu moyens, intermédiaires, par rapport à des scénarios qui pourraient être plus négatifs, plus défavorables, ou des scénarios plus favorables. Et ces postes à pourvoir, ces centaines de milliers de postes à pourvoir, et c'est ça qui est intéressant, sont pour 80% liés à des départs fin de carrière et pour 20% à des créations de nouveaux emplois. Donc, le gros enjeu des années à venir, ça va être le remplacement des départs à la retraite. La tendance qui va se poursuivre, c'est la poursuite de la féminisation de l'emploi, c'est la polarisation de l'emploi vers une raréfaction de l'emploi intermédiaire, encore une fois. Donc, on va vers un système avec des emplois de plus en plus qualifiés, mais aussi avec des emplois de services notamment, qui seront moins qualifiés. Une très forte croissance de tout ce qui est services aux entreprises. Les services aux entreprises, ça englobe beaucoup de choses, hein, la recherche, les études, mais aussi la comptabilité, la gestion, toutes ces choses, l'appui technique, le transfert de technologie, etc. Mais bien d'autres choses encore, notamment, et qui passent aussi par notamment les fonctions de nettoyage, pour ne citer qu'elles. Augmentation des niveaux de qualification et vieillissement de la population active, même si aujourd'hui, le vieillissement de la population active est attendu avec une moindre force que ce n'a été dans les 10 dernières années. Alors, quelques schémas pour finir. Les secteurs qui vont contribuer à la croissance de l'emploi, qui ont contribué depuis 10 ans et qui peuvent encore contribuer à la croissance de l'emploi, et vous le voyez, ce sont d'abord les services qu'on appelle les services d'utilité collective, action sociale, éducation, santé, services personnels et domestiques. Alors, quand on dit services personnels et domestiques, on est dans le champ des nomenclatures, c'est un petit peu abrupt, mais ça va être les activités, par exemple, de nettoyage, de blanchisserie, notamment. Alors, ils contribueront pour plus de 3% de la croissance de l'emploi. Les services techniques, scientifiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va être tous ces services-là qui appuient les entreprises dans le développement de leurs produits, de leurs projets, notamment. Les secteurs de la distribution et de l'hôtellerie-restauration, je précise que ces travaux-là ont été faits évidemment sans tenir compte de l'épisode que nous vivons actuellement, c'est-à-dire de la crise sanitaire, dont on ne sait pas aujourd'hui ce qu'elle donnera dans les années à venir. Mais enfin, en tout cas, la tendance ces dernières années qui permettait de voir que les secteurs de l'hôtellerie-restauration seront des secteurs très contributeurs de l'emploi. Bien sûr, l'industrie des réseaux, évidemment, il faut bien évidemment câbler partout avec l'arrivée de l'Internet, améliorer les réseaux, maintenir les réseaux, évidemment, et les services d'intermédiation logistique et financière, donc les banques, tout ce qui est logistique. La construction est aussi un secteur susceptible de produire de la création d'emplois. En revanche, on a l'agriculture, les services centraux de l'administration et l'industrie qui sont des secteurs d'activité qui contribueront négativement à l'évolution de l'emploi. Attention, quand on dit ça, on est évidemment dans la très grosse maille. L'industrie, comme l'agriculture, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des ensembles extrêmement larges. Il y a dans l'industrie, évidemment, des secteurs qui, eux, contribueront positivement. Mais l'industrie en général, en moyenne, contribuera négativement.
Alors ici, pour aller un peu plus dans les, dans le détail, hein, le ministère du Travail avait fait un exercice, hein, de la création, les créations et les destructions d'emplois par secteur entre 2012 et 2022. Ah, donc vous le voyez, les secteurs en bleu sont ceux qui ont créé et dont on peut postuler, présager qu'ils créent encore de l'emploi, les activités de conseil, d'assistance. Ce qu'on appelle les services opérationnels, c'est surtout l'intérim, qui a toujours eu une dynamique forte. Les secteurs de l'action sociale, du commerce, des hôtels et restaurants, je reviens dessus, les activités récréatives et culturelles, et on fait le lien ici avec la société, les mutations sociétales qu'on est en train de, qu'on a vu tout à l'heure, hein. Les activités récréatives et culturelles seront et sont des activités créatrices d'emplois, le transport, la santé, le BTP, la finance, l'éducation, etc., etc. Et en bout de graphique, on le voit, hein, les services centraux de l'administration, l'agriculture, les biens d'équipement mécanique, les équipements électriques et électroniques, le textile, le bois et le papier, le commerce de gros et la chimie et la métallurgie. Ce sont plutôt des secteurs qui perdront de l'emploi. Alors, en termes de métiers, voici les métiers qui offriraient, qui ont offert sur la décennie et qui offriraient le plus d'opportunités d'emploi. Les métiers d'agent d'entretien, d'accord. Donc, on voyait, on fait le lien aussi là, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur la, la polarisation du marché du travail, qui a des emplois à très haute technicité, va aussi être composé d'emplois à de moindre technicité, moins qualifiés, donc les agents d'entretien, les aides à domicile, les enseignants, qui seraient, hein, donc un corps de métier qui serait appelé à créer de l'emploi, les cadres comptables et financiers, les aides-soignants, les vendeurs, les conducteurs de véhicules, les infirmiers, les employés de la fonction publique, on le voit, où là, la création d'emplois viendrait essentiellement du départ en fin de carrière, mais pas de création nette. Et puis, en bout de graphique, hein, les professionnels des arts et des spectacles, les techniciens de la maintenance, les ingénieurs de l'informatique et les personnels d'études et de recherche. Donc, vous le voyez ici, on a un certain nombre de métiers, il y en a d'autres, hein, une grande famille de métiers, qui sont amenés, enfin, qui ont été très créatrices d'emplois, qui sont amenés, à créer encore de l'emploi dans les années à venir, sous réserve, bien sûr, hein, je l'ai dit tout à l'heure, sous réserve de modifications réglementaires, de modifications, évidemment, de décisions politiques pour certaines fonctions ou certains métiers qui relèvent de la décision politique publique. Et enfin, un autre éclairage, hein, sur les créations nettes d'emplois, là, sur une période qui vient de se passer, mais aussi en tendance, les créations nettes d'emplois entre 2012 et 2022, par niveau de qualification. Et vous le voyez que ce qui a été créateur d'emplois, ça a été très fortement les cadres, les professions intermédiaires, les employés qualifiés et les employés peu qualifiés. Vous voyez des soldes positives très forts, hein, très élevés. En revanche, les ouvriers, que ce soit peu qualifiés ou qualifiés, alors il y a une petite coquille, hein, il y a peu qualifiés et qualifiés, ont été évidemment ont connu des soldes de création d'emplois négatifs. Et on le voit arriver ici, les indépendants, hein, les indépendants qui, dans la période, la dernière période et les années à venir, alors qu'ils ont connu, hein, vous voyez, depuis 92, une pente descendante en termes de création nette d'emplois, retrouveront des niveaux de création positifs. Et enfin, il était intéressant pour nous de vous proposer ces diapositives qui vous montrent sur le territoire de la Normandie. Alors, il n'y a pas de projection régionale sur les régions, hein, à l'échelle régionale d'emploi. C'est pour ça que c'est difficile de vous proposer des projections régionales, mais ce qui vaut pour le national vaut naturellement pour le régional. Bien sûr, après, ce qui est important, c'est de faire le lien et la relation entre les spécificités régionales et l'évolution, les grandes tendances au niveau national. Et ces spécificités régionales, elles sont, vous les connaissez,
elles sont sur vos territoires. Elles sont matérialisées notamment par ce qu'on appelle les filières d'excellence normandes, qui occupent 440 000 emplois en région, c'est-à-dire un tiers de l'emploi régional. Et ces filières d'excellence sont les productions d'énergie, la logistique, l'automobile, l'aéronautique, l'équin, les métiers de la filière équine, la chimie, la construction navale et le nautisme, et le numérique, bien sûr, la construction, je ne sais pas si j'ai, et la sous-traitance industrielle. Donc ces filières-là, lorsqu'on les met en relation avec les grandes évolutions attendues, sont des filières qui seront amenées très probablement à se développer et à créer de l'emploi.